Bonjour à tous, merci d'être là, ça fait plaisir. Je suis Steve, je m'occupe des ennemis, avec la team Assassin ici. Et je vais aujourd'hui vous parler un petit peu de notre chemin sur Go Mobile, pourquoi Go Mobile, d'où on vient et pourquoi on a fait ces choix. Et voilà, un petit peu de notre histoire, elle est perso, hein, c'est la nôtre, je ne sais pas qu'elle s'applique à tout le monde, mais voilà, on va essayer de vous la raconter. Je vais essayer de vous la raconter. La première question que j'ai pour vous, c'est qui déjà connaît Go Mobile, a entendu parler de Go Mobile? Qui peut, mais suffisamment. Et dans ceux qui ont entendu parler de Go Mobile, qu'est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du Go? Ça les a pas le chien un peu plus. Bon, je vais commencer par un truc qu'on a tous eu, JSON. Enfin, qu'on a tous fait, du JSON. Alors JSON, moi j'ai un peu une love-hate relationship. Oh, pardon. Est-ce qu'il y a Are there any English speakers? Donc JSON, j'ai une petite un petit peu love-hate relationship avec JSON. En gros, je trouve que j'ai aimé, mais maintenant je trouve que c'est de la merde. Pourquoi? Attention, c'est successful, donc je veux pas. Voilà, mais pourquoi? Parce qu'avec JSON, on se retrouve dans ces cas à la con. Donc JSON, c'est pratique, et je me rends compte en plus que le truc n'est pas en mirroring, excusez-moi, j'arrive tout de suite, je sais pas où je vais. JSON, c'est pratique parce que c'est self-describing, c'est hop, on y retourne. Voilà. C'est self-describing, c'est human readable, c'est top, c'est pratique quand on voit une API machin, mais sauf que JSON, c'est complètement bloated, on renvoie le schéma à chaque fois. Ce qui, quand on fait une API par exemple, est un peu bête parce que le principe d'une API, c'est un contrat avec le monde. Donc à chaque fois qu'on communique avec cette API, on redéfinit encore le contrat, enfin l'API renvoie son contrat en même temps, ce qui fait un petit peu, ce qui fait de l'overhead, et en plus qui crée des situations comme ça. En gros, il n'y a rien pour enforcer le schéma. Dans JSON, je parle. Si vous voulez faire ça, vous devez le faire ad hoc. Vous devez rajouter des validateurs, des machins, des if, etc. Et on a ce genre de cas où il y a des typos. Parce que vu que c'est human readable, bah, ça va très vite de faire des typos. Ça, c'est une vraie histoire, hein, une vraie histoire qu'on a vécue. Et en fait, le problème, c'est que ces trucs-là, ça n'arrive. C'est censé pas arriver, mais ça arrive dans la vraie vie, quoi. Et quand on fait du serveur, par exemple, et qu'on apprend la veille de la release d'une app qui a mis une semaine à se faire valider par un store ou quoi que ce soit, qu'il y a une typo, on va pas dire, bah non, on va attendre une semaine. On fait un fixe dans le serveur et puis bah, tant pis, quoi. Et on traîne ces trucs-là pendant, des fois plus d'un an. Parce qu'il y a des applis in the wild qui voilà, ont ces bugs-là ou ces problèmes-là. Donc, la première chose qu'on a fait quand on a un petit peu essayé de faire avancer ces problématiques-là, c'est de dropper JSON complètement. Le remplacer par quoi? Le remplacer par Protocol Buffers. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent Protocol Buffers? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé? Protocol Buffers, c'est pas mal. Ça fait un certain nombre de choses. Le premier truc que ça permet de faire qui est vraiment cool, c'est du modeling. Ça veut dire que vous avez un langage, c'est un langage, hein, Protocol Buffer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage et un compilo. Ça permet en fait de faire du modeling dans un langage à part. Donc c'est pas une struct machin Java, une struct whatever de quel langage, JavaScript si vous voulez. C'est un langage pour un proto dans lequel on décrit des modèles, enfin des messages exactement. Et ces messages sont compilés par le compilo proto-C qui fait de la code génération. Donc littéralement, il prend le fichier proto, il fait des points Java avec. Ou il fait des points Go, ou des points Swift, ou des points M pour Objective-C, ou des points JS, ou ce que vous voulez. Donc là, d'un seul coup, on a un langage qui est agnostique de la target dans laquelle on va coder, qui permet de faire du modeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini la doc. La doc, c'est le fichier proto. Si on change un modèle, c'est dans le proto que c'est écrit. Parce qu'on sait tous comment ça marche la doc. La doc, c'est toujours à la personne d'en face de la faire. C'est jamais à nous de se tenir au courant. Et la doc, elle n'est jamais mise à jour, elle crève, elle a 6 mois, elle est outdated quand elle existe. L'avantage, c'est que c'est ce qui permet, le proto, c'est ce qui permet de générer le code. Donc il est self-describing, il n'y a pas de problème de doc, et il est agnostique de langage. C'est un langage à part, tout le monde parle ce langage, tout le monde arrive à le lire. Du coup, il n'y a pas ces problématiques-là, que ces problématiques-là disparaissent. Un truc qui est super génial aussi, c'est que Protobuf, ça génère
du code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les problèmes qu'on avait là de image machin, bah, ils n'existent pas en fait. Parce que le code généré, il n'a pas de S. Et si on met un S, on fait une typo dans la variable, je ne sais quoi, bah, ça ne build pas. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a d'un coup une problématique de type safety qui apparaît au-dessus du modeling et cross-platform, qui permet en fait d'avoir tout simplement toutes les problématiques qu'on avait de oui, mais alors attends, là j'ai fait une typo, là c'est quoi le type? Ah, t'as mis une string, alors non, en fait c'était un int, ah merde, tu vois. Tous ces trucs-là disparaissent parce que bah, là c'est le compilo qui va te dire non, 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 attends, qu'est-ce que tu fais? Et donc en fait il y a toute une catégorie de bugs, une classe de bugs qui n'existe plus. Des bugs qui m'ont gardé liés des week-ends. Un truc aussi qui est vraiment chouette, du coup on peut voir sur tout ça, c'est qu'en fait le protocole buffer à la base c'est un protocole, enfin c'est un protocole, c'est une lib qui permet de faire de la serialisation, c'est-à-dire de transformer des objets en des bytes, quoi, pour les passer sur du réseau, sur un transport X ou Y. L'intérêt quand vous faites le modeling avec protobuf, c'est que d'un coup vous avez la serialisation gratuite, parce que bah oui ça sert à ça à la base. Donc par exemple quand il faut storer dans des KV store, quand il faut storer, quand il faut traverser, quand envoyer par exemple des objets sur du réseau, bah, vous avez la serialisation de l'objet built-in, en fait, d'ailleurs ça sert à ça à la base, de l'objet, et là on peut l'envoyer sur un transport ou quoi que ce soit. Avec bien sûr toutes les contraintes qu'il y a au-dessus. Un truc qui est vraiment chouette aussi, c'est que c'est performant et compact. Pourquoi c'est performant et compact? Parce que protobuf, vu que le langage et le schéma est défini à la compilation, bah, il ne renvoie pas à chaque fois le schéma. Il y a juste les données. Donc en termes de transport, c'est hyper efficace. Vous n'avez pas du JSON avec « oui, mais c'est du gzip, ça compresse bien ». Non, bah là, il n'y a pas de gzip, il n'y a pas de machin. Le format lui-même est déjà le plus compact qu'il est possible. Compact comment? Comme par exemple, quand vous avez par exemple des ints, il va voir qu'en fait, il va faire ce qu'on appelle du variant encoding, c'est-à-dire qu'un int, ça va pas prendre 4 octets ou 8 octets, quoi. Ça va prendre le nombre d'octets que ça vaut sur cette bit pour pouvoir machin. Parce qu'une grande majorité des ints qu'on utilise, elles font moins de 127. Donc bah, il va prendre un octet par exemple. Et c'est très très performant, c'est une lib qui a plus de, enfin en tout cas c'est un format qui a plus de 15 ans. Chez Google je crois que c'est utilisé depuis 2003 et c'est obligatoire maintenant. En tout cas tous les services en interne font du protocole. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, c'est pas bien complexe. On décrit un message. On dit bon bah voilà, là par exemple j'ai fait un objet user. Je lui donne un ID qui est un int. Je lui donne un nom et une URL d'image, bref. Ce fichier proto, donc là vous allez voir, il y a des chiffres associés, 1, 2, 3. En fait ces chiffres, c'est ce qu'on appelle le tag. Et le tag par contre, autant le nom il peut changer, autant le tag doit être fixe. Donc contrairement à JSON, par exemple, JSON c'est le nom du champ qui définit le champ, en proto c'est le tag. Ça veut dire que si je renomme ID dans autre chose, je peux quand même lire mes anciens messages proto tout pareil. Mon code ne build plus puisque j'ai renommé le champ, mais je peux quand même lire très bien les anciens messages. Ce que ça permet de faire ça, en fait, ça fait que toutes les problématiques de renommage de champ, de migration de champ, en fait, elles disparaissent. Si je renomme, on a un champ chez Zenly qui est très connu, qui a été nommé à l'époque pour vraiment manque d'inspiration et qu'on a traîné et à chaque fois qu'on voyait on disait putain ce champ il fait chier. Et vu que c'était du JSON, on pouvait impossible de le renommer et toute la code base était utiliser ce champ là quoi. Avec Proto le problème n'existe pas, on aurait renommé en ce qu'on voulait. Les clients peuvent quand même parler ce message là, le serveur ou les autres services qui utilisent ce message n'ont plus de problème. On passe ça dans un compilo, dans le compilo Proto-C. Donc là, chez Zenly on a fait une petite image Docker qui va bien. Parce que Proto-C, c'est un peu chiant à installer des fois, surtout les plugins. Donc nous on a fait une image Docker qui va bien, qui est self-contained, qui est petite, avec tous les plugins qui vont bien pour générer du Go, du Swift, du Java pour Android, parce qu'il y a des histoires de multilex et tout, donc du Java pour Android, et plein d'autres langages, hein, du C++, il y a vraiment un spectre de langage très fort. Et surtout, il existe des plugins pour les langages pas supportés par Proto-C par défaut, pour la plupart des langages. Par exemple, même pour C. Donc si vous devez faire communiquer un serveur, je sais pas, fait en X avec un truc fait en Y, Proto c'est chouette parce que ça donne des objets natifs. Le deuxième truc qui nous a un petit peu fait chier, c'est REST. Alors REST, c'est aussi de la merde. Désolé, hein. On en vient, donc je vais pas, jette pas la pierre. Pourquoi c'est de la merde? Parce que REST,
L'idée est chouette. On fait un beau modèle, il est propre. Slash user, slash, nous en l'occurrence slash friend, slash truc, etc. Et on découpe bien nos modèles, c'est propre, il y a des liens bien propres. Et ça marche dans l'idée, mais dans la vraie vie, ça marche pas. Quand on est sur un réseau, pourquoi ça marche pas? Parce que quand on est sur un réseau 3G, par exemple, les latences, l'ordre de grandeur, c'est 1 seconde. Donc si je dois d'abord le récupérer moi-même, parce que je suis au téléphone, machin, après je dois récupérer mes amis. À chaque fois, j'ai 1 seconde. Bon bah ok, maintenant c'est moi, ok, maintenant j'ai l'ID que je peux récupérer, machin. Vous avez des allers-retours qui font que la latence explose et que du coup vous avez une app qui est lente en termes de réseau. Parce qu'à chaque fois en plus il faut se retaper le handshake SSL d'un serveur qui est aux États-Unis, donc là il y a encore 500 millisecondes qui disparaissent, etc. etc. Donc qu'est-ce que la plupart des gens font, et nous aussi on a fait ce truc-là, c'est que plutôt que d'avoir notre beau modèle bien propre, bien découpé, bien etc., il a explosé parce qu'on a fini par mettre des clés un petit peu dans l'objet de base pour avoir une sorte de méta-objet avec tout le state d'un coup. Il n'y a pas 50 allers-retours, il y a un gros méta-objet, quoi. Et d'ailleurs c'est un problème que beaucoup, enfin en tout cas sur le mobile, qui est très prévalent, puisque sur le mobile, les connexions sont pourries, quoi. Donc il y a beaucoup de gens, donc d'un coup, en fait, on se retrouve avec cette clé. Je rappelle que JSON étant un truc auto-documenté, auto-schématisé, rajouter une petite clé par-ci par-là, ça dérange personne. Et donc ton modèle il explose. Donc ce qui se passe, tu finis avec un truc dans ce style-là. Genre, donc tu vois, au début il y a eu un effort quand même. Tu vois, on a fait un V1, tu vois, on s'est dit ouais, machin, c'est génial, machin, tu vois, c'est très propre. Puis ça commence. Wizinfo égale true. C'est quoi Wizinfo? Ouais, quand tu mets la clé, en fait, ça rajoute 3-4 clés en plus, tu vois, machin, pour éviter les allers-retours, et ça finit en gros en truc à rallonge, machin, et là c'est genre l'énorme bordel, on s'en remet pas. Et concrètement, en fait, c'est chiant parce que ça crée une énorme friction à tout. En fait, dès qu'on veut rajouter une information, par exemple dans notre cas, l'ouverture de l'appli, il fallait rajouter à ce méta-objet qui commence à devenir bien gros. On part bien gros, je parle plusieurs centaines de kilooctets d'état. Qu'il faut déjà télécharger, parser, machin et tout. Ce qui en fait en gros augmente la latence et l'appli a l'air d'être lente alors qu'en fait, oui, on a juste un énorme state et le réseau est pourri, quoi. Évidemment en Wi-Fi ça marche très bien. En Wi-Fi, faire plein de calls c'est super. C'est pour ça que tester vos apps avec des trucs qui font du data loss sur le network, ça change beaucoup de choses. Donc on a dégagé REST et on est passé sur un truc qui s'appelle gRPC. Alors, qu'est-ce que c'est que gRPC? gRPC, c'est du protobuf sur HTTP2, pour faire simple. Alors, pourquoi c'est chouette? Parce que vous avez la compactness, la type safety, le cross-platform, le cross-langage de protobuf, et l'efficacité d'HTTP2. Pour ceux qui ne connaissent pas HTTP2, pourquoi c'est chouette? En gros, HTTP2, à un certain niveau, ça devient une couche très fine par-dessus une socket. C'est vraiment, il y a des optimisations très évoluées sur HTTP2 qui permettent d'aller un peu plus vite et de marcher vraiment bien, quoi. Donc ça donne typiquement multiplexing, il y a plein de trucs, je vous laisse regarder. Ça ressemble à ça. Donc vous faites vos objets là, protobuf, et vous allez décrire juste en dessous un service qui déclare des méthodes. Donc c'est du RPC, hein. C'est pas du tout c'est vraiment l'approche inverse de GraphQL, où là, en gros, on fait un peu ce qu'on veut. Là, c'est type safe, c'est typé, et le fichier proto dit, voilà, sur ce service-là, on peut faire getFriend, avec une limite et un offset, ça renvoie une response. Et un truc qui est énorme, en fait, c'est qu'on peut faire du streaming. Donc, on peut avoir des réponses, en fait, qui sont streamées, et donc complètement stateful. Je prends l'exemple typique, l'exemple le plus connu, c'est Google, quand ils font de la transcription vocale. En fait, c'est un service gRPC derrière. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez, parce que les streams peuvent être bidirectionnels, peuvent être client et serveur, et vous pouvez avoir du stream montant et du stream descendant. Et donc en fait, vous, en stream montant, vous avez des chunks audio, et eux, en stream descendant, complètement asynchrone, ont des textes qui descendent. Ça permet de faire quoi? C'est que d'un coup, le state ne va pas être persisté dans une database où on va tout recharger à chaque fois qu'on fait un call HTTP machin. Là, c'est complètement. Il y a une boucle fort et au-dessus de la boucle fort, il y a des tags. C'est synchrone, il n'y a pas de race condition. Ça, c'était un petit peu notre état en termes d'interaction client-serveur. Et en fait, en poussant un peu le truc, on s'est rendu compte de pas mal de choses là-dessus.
c'est que pour Android et iOS, on avait donc deux applis normales, et on avait deux back-ends d'applis complètement séparés avec leur set de features et leur set de bugs séparés. Ce qui est bien, ce qui peut être chiant, et le truc le plus chiant dans tout ça, en fait, c'est que personne s'occupe du transport. C'est-à-dire que le transport, il faut par exemple dire on va rajouter un champ, on va changer un truc important, parce que nous on est quand même une app de géologue, et donc du coup il faut que ça marche même dans des conditions pourries. Donc il y a trois types à synchroniser, et c'est le bordel. Une annonce d'une importance capitale. Surtout n'égarez pas votre badge. Donc c'était un peu relou quoi. Parce que par exemple pour une team, pour tout ce qui est serveur en fait, le network c'est faire la différence entre un serveur et un serveur qui marche pas. Et là personne s'en occupe, c'est un petit peu un orphelin. Une fois qu'on a fini, c'est plus du tout la priorité. Donc on s'est dit, si on pouvait faire un seul back-end, et que c'est les gens qui font ce back-end, c'est les gens qui font le serveur, le transport devient une des couches et devient plus un orphelin en fait. Puisque d'un coup, si il faut bricoler le transport, vu que je fais les deux côtés, j'ai pas besoin de synchroniser trois teams qui ont autre chose à foutre. J'ai juste à patcher le truc et puis ça marche quoi, je prod et puis voilà. En plus, je parle pas de toutes les mécaniques d'appli legacy qui savent pas machin. Là, la problématique elle est concentrée sur les mêmes personnes en fait. Donc il y a une concentration du savoir sur ce truc-là, qui fait que le transport devient un objet à part entière et un first class citizen. Donc on a commencé à creuser là-dessus. On est tombé sur Go. Alors on fait énormément de Go en termes back-end chez Zenly. On est tombé sur Go mobile. Alors, il se trouve que Go, le langage, tourne sur énormément d'architecture. Il y a une explosion du nombre d'archis sur lequel ça tourne. Ça génère du code natif, des points SO. Il n'y a pas de VM, machin, truc. C'est du natif. Et ça tourne sur plein d'OS différents. Ça parle avec le linker, ça fait des trucs, machin, etc. Donc on s'est dit en fait, si on doit faire une archi commune, un back-end commun en fait des applis, il doit être natif. Et vu qu'on faisait beaucoup énormément de Go et pour faire du serveur, les mécaniques de Go sont hyper intéressantes, on s'est dit tiens on va essayer ce truc-là. Il se trouve qu'il y a ce projet qui s'appelle Go Mobile, qui est un truc qui fait de la code génération, qui part du langage Go et fait de la code génération et crée des classes proxy en Java, en Swift, qui permettent d'accéder à des objets Go de manière native. Sauf qu'il y a des petites limitations. La première, c'est que les types que vous pouvez passer entre la VM Go et la VM Java en l'occurrence, ou la VM Swift, ou Objective-C d'ailleurs, c'est soit des value types, int, machin, string et tout, soit un byte array. Donc tout ce qui est objet complexe, objet nesté, array d'objets, ça n'existe pas. Sauf que on s'aperçoit qu'on peut faire passer quand même du byte array. Et en plus, il le fait efficacement, c'est-à-dire que c'est pas il copie machin, c'est il va mapper dans la VM distante, dans les deux sens, la byte array native, donc en fait elle est juste mappée dans le truc et zéro copie. Je trouve que si on peut faire quand même du byte array, on peut faire du protobuf du coup. Parce que vous vous rappelez, en fait, on modélisait nos objets avec protobuf. En fait, pour nous, passer des bytes, c'est fine en fait. C'est efficace, protobuf est très performant pour sérialiser et désérialiser. En gros, il fait ce que vous feriez, c'est-à-dire if int, alors j'écris les int, if array, j'écris la taille de l'array, etc. Il fait la même chose, mais il le fait bien mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on doit passer, donc on a fait un back-end en Go, justement, pour les deux applis, et quand on doit passer des objets, ou vice-versa d'ailleurs, on peut passer des objets, c'est des objets qui sont modélisés en protobuf, et quand ils, quand ils traversent la VM, la frontière, on appelle ça, ils passent sous forme de byte. Et donc, par exemple, quand on doit communiquer un objet vers un objet Java, par exemple, on passe en byte, on fait passer la frontière, on le remet en objet Java, et ça devient un objet Java. L'avantage, c'est que du coup, on a des objets natifs des deux côtés. Il n'y a pas de get truc bidule avec des accesseurs qui font des trampolines, machin. Non, là, il y a un objet. Deuxième truc qu'on a fait, par contre, c'est que ce qu'on voulait, c'est que ce truc-là soit droppable, parce qu'on fait plein d'applis satellites, d'autres applis pour utiliser des trucs. On voulait que ce truc-là soit droppable dans une appli et que ça devienne, pour une certaine partie, Zenly. Donc il fallait que ce truc-là s'interface directement avec l'OS. Je prends l'exemple, par exemple, en l'occurrence, nous on fait de la géologue, donc il fallait récupérer les positions GPS du téléphone, en plus évidemment sur les deux plateformes.
Donc là, en fait, ce qu'on a dû faire, c'est descendre, en fait, faire des appels natifs. Et en l'occurrence, on a fait ce qu'on appelle du Sego. C'est la couche native quand on doit interfacer avec des objets, des méthodes C natives de la plateforme. Donc sur iOS, ça donne un truc comme ça. C'est un petit prélude qu'on met au fichier Go. Si on veut du debug, il faut faire 2-3 petits trucs. Mais sur Android, c'est un poil plus compliqué. Parce que du coup, en fait, en face, on n'a pas, autant sur iOS, on a du natif pur, autant sur Android, on a une vraie VM avec un garbage collector, des trucs comme ça. Donc, il y a des problématiques qui se posent de lifecycle d'objets. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je tiens un proxy sur un objet Java et que l'objet Java est collecté, ou vice versa. Donc, là par contre, il a fallu qu'on se démerde faire nos propres lifecycle. Donc, notre problématique, c'est que vu qu'on faisait du Go, on a bindé tous les lifecycles des objets existants aux objets communs. Donc, par exemple, pour tout ce qui est natif, c'est garbage connecté par Go, etc. Et donc, pareil, ça donne un truc comme ça. On fait du CPP. Voilà. Le dernier truc, du coup, de faire ça, c'est qu'on avait une problématique, pour ceux qui ont fait du Go, d'unification des modèles de concurrence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand je fais un call distant à un serveur, je ne vais pas bloquer le thread, enfin je pourrais, mais je ne vais pas bloquer le thread. Je vais pas bloquer le thread qui fait ce call-là. En Go, c'est complètement fine, c'est pas des threads, c'est des policies, c'est des codes en fait. C'est ça, petit. Donc on avait une mécanique de comment on unifie, comment on réconcilie ça, et en fait on s'est dit ça a fini en gros, ça terminait par arrêt de callback. Donc on filait une callback et quand il a fini, il appelait la callback. Ça devenait compliqué, donc on s'est dit, et surtout très spécifique, donc on s'est dit on va faire peut-être du RX. C'est RX permet de faire ça. RX Swift, RX Java, RX. Du coup, ce qu'on fait du coup avec ça, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle RX Proto, qui permet en fait d'avoir des objets natifs des deux côtés, d'avoir une unification du modèle de concurrence. Donc en gros, simplement, comment on fait on appelle une méthode qui retourne un observable. Et l'observable, ça peut être une promise. Et on peut mettre du code derrière, pour ceux qui ont fait du RX, qu'est-ce qui se passe quand l'observable déclenche. Et on peut faire aussi ce qu'on appelle la cancellation propagation, c'est-à-dire que si on arrête le call, en fait, la cancellation descend jusqu'au socket. En l'occurrence avec Go, parce que il y a des mécaniques dans Go qui permettent de faire ça. C'est des contextes, pour ceux qui connaissent. Donc ça ressemble à ça. Ça, c'est une méthode Java déclarée. On dit, voilà, on déclare un observable d'une méthode Go. On lui dit l'objet qu'elle doit répondre. Et on lui dit, voilà, fais ça. Et puis quand tu as fini, log la réponse. On peut faire aussi des trucs du style pour la cancellation. Dire, voilà, j'ai fait ce truc-là, je subscribe, c'est-à-dire je déclenche l'action. Donc avant tout est lazy. Et peut-être plus tard, si le mec se barre de la view, par exemple, je unsubscribe. Et ça, par exemple, si le call n'a pas répondu ou quoi que ce soit, ça va tout canceller jusqu'au bout, jusqu'à la sauter. Voilà. Merci à tous.